Nous avons la chance ce soir d'être avec Romeo Castellucci qui va retourner tout à l'heure dans le théâtre Jean-Claude Carrière pour préparer le début de cette seconde représentation à Montpellier de ce nouveau spectacle. Il était venu ici en 2015, Go Down Moses. Nous avions eu une rencontre avec lui et il nous avait expliqué et raconté plein de choses. Et depuis, il a fait beaucoup de choses, particulièrement d'ailleurs du côté de l'opéra aussi, qui est quelque chose de presque neuf dans la vie. Et je vois qu'il y avait eu Parsifal, Moïse et Aaron, Moses et Aaron, que vous avez peut-être vu, soit à l'Opéra Bastille, soit c'est passé sur Arte, soit dans le très beau documentaire sur l'opéra aussi, où on voit un animal prodigieux qui représente le veau d'or. Comme ça. Et puis, cette année aussi, une mise en scène de Jeanne Aubuchet, tout à fait étonnante, avec une salle de classe dans laquelle on commence à réfléchir sur l'imagerie, on pourrait dire, qui accompagne l'histoire de Jeanne d'Arc. Donc, beaucoup d'expérience du côté de l'opéra, de théâtre aussi. Et là, maintenant, ce nouveau spectacle qui a été créé, je crois, à Lausanne ou bien à Anvers, oui. Anvers. Et qui est ici pour la première fois en France, et qui donc nous intrigue par son titre et par mille choses qui se passent là, à ce moment-là. Hier soir, après la présentation, donc aux sorties du théâtre Jean-Claude Carrière, le public, dans l'ensemble, marchait lentement, ne se précipitait pas au parking ou vers le bar, mais comme s'ils étaient préoccupés ou restaient encore sur des images qu'ils venaient de voir. Et j'ai remarqué aussi que beaucoup de personnes parlaient aux uns et aux autres pour leur dire mais qu'est-ce que c'est que ces formes abstraites dans le ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, quel est votre avis sur tel épisode? Comme si le spectacle lui-même engendrait de la part des spectateurs une curiosité et un besoin de parler aux autres pour partager, pour deviner, pour savoir ce qui se passait. Et comme si ils avaient assisté à une représentation qui avait à la fois une grande puissance et en même temps des secrets. Ils venaient d'être confrontés grâce à votre écriture scénique, je peux dire peut-être, ou votre langage de théâtre, à des images, et ils étaient un peu comme des rêveurs, intrigués, surpris, dérangés, et étonnés, presque aussi, au sens fort du terme. Alors, est-ce que c'est cela que vous souhaitez de la part des spectateurs? Et si vous vouliez bien nous raconter un peu comment vous mettez en route l'invention d'un tel spectacle. Je pense que la condition la meilleure pour le spectateur, c'est l'abandon. Donc, d'être assis et de voir, écouter, et d'être touché avec le corps entier. Donc, je pense que la pensée, la raison, l'esprit est quelque chose d'extrêmement important, mais je pense que c'est, comment dire, le deuxième degré de l'approche à l'image au théâtre. Donc d'abord, il faut, je pense, être plongé dans une atmosphère, je dirais. Et après, certainement, on a encore des lignes qui sortent aussi du théâtre et qu'il faut, si on a envie, être habité plutôt, et d'élaborer dans un autre moment, éventuellement. Et donc, voilà. Il n'y a pas aucune recette. Pour moi, le spectateur, en tout cas, c'est les plateaux définitifs. C'est dans le corps du spectateur qu'on joue vraiment le spectacle. Donc, le plateau est une sorte de miroir. Donc, la chose définitive ne se passe pas
sur le plateau. Je pense que c'est plutôt dans l'esprit, dans le corps, dans le cœur de chaque spectateur, chacun à sa manière. Et donc c'est pour ça que chaque niveau de lecture, d'une certaine façon, est juste, légitime. Il n'y a pas un bon un usage univoque du langage du plateau, mais c'est vraiment quelque chose qui appartient au spectateur. Moi, au moins, je travaille comme ça. Je ne crois pas du tout à la vérité de l'artiste. Voilà. Ça, je trouve que personnellement, c'est pas intéressant. Voilà. L'artiste, ce n'est pas un prêtre ou celui qui connaît la vérité. Pas du tout. Je pense que voilà, donc c'est bien si les gens restent, comment dire, encore. Je pense que les théâtres doivent être une sorte d'expérience, voilà, devant laquelle on peut partager avec les autres les différentes expériences qu'on a eues. Justement, le théâtre, ce n'est pas de la communication. C'est quelque chose de plus compliqué. Et l'art, en général, c'est pas une communication. Il n'y a aucun message à donner, non? Et c'est beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus simple, selon du point de vue. Mais c'est important vraiment de ouvrir et de poser des questions et de rajouter des questions à des questions. La réponse est toujours moins intéressante de la question. Donc voilà. Et je crois beaucoup dans le rôle du spectateur, dans sa responsabilité. Je pense que le spectateur est un adulte qui est capable d'élaborer et de recevoir d'une manière aussi de refuser. Hein. C'est pas mais chacun fait sa propre choix. Donc voilà. Et vous-même, est-ce que vous écrivez beaucoup, ou est-ce que vous dessinez beaucoup, ou est-ce que comment se fait est-ce que c'est peut-être jamais la même chose, mais est-ce qu'il y a une phase où vous êtes beaucoup plongé dans vos propres rêveries et comment ensuite vous faites le lien avec la scénographie, avec le son, avec ces choses-là? Oui. Il n'y a pas une méthode, donc je n'ai pas, je veux dire, une méthode. Normalement, c'est comme un abri. Je pense qu'il faut être aussi exposé au danger de l'erreur. Voilà. Il faut être disponible, entre guillemets, à l'erreur. Et donc, je pense qu'il faut... Moi, personnellement, je travaille avec un cahier de notes. Je prends beaucoup de notes. Normalement, j'ai une rencontre avec un titre. Et à partir de là, on commence notre travail. Donc, ce cas-là, de la démocratie en Amérique, c'était un livre que j'ai connu il y a quelques ans. Et c'était pour moi un livre extraordinaire, d'une intelligence très, très raffinée, mais en particulier le langage m'a beaucoup frappé. C'est une sorte de roman, effectivement, où le caractère fondamental, le personnage le plus important, c'est l'Amérique. Mais l'architecture de l'œuvre de Tocqueville est extraordinaire. Donc c'est vraiment d'où il commence à parler de la géographie, donc de l'importance des montagnes, par exemple. Tous les éléments à partir de zéro sont considérés parce que tous les éléments, et aussi la nature, le climat, c'est important pour déterminer la démocratie en Amérique.
Donc il a pris en analyse tous les éléments, même les plus incroyablement et apparemment privés d'importance. Par exemple, le rôle le fleuve en Amérique. Des choses comme ça. Et après, il a considéré aussi la matière humaine, évidemment. Donc, il a parlé des trois races. Et voilà, tout ça sont devenus des matériaux que j'ai élaborés avec, comment dire, dans une forme elliptique, si on peut dire en français. Non, c'est pas un spectacle sur de Tocqueville, ce n'est même pas sur une analyse politique ou une analyse sur la démocratie, mais c'est plutôt une sorte d'excuse, si vous voulez. Il y a l'étincelle de la démocratie, c'est en tout cas un cadre humain très, très, très particulier. Et donc, quand de Tocqueville parle de la Puritan Foundation, il parle des puritains. Donc là où il y avait une extrême pauvreté et une rigueur religieuse inouïe. Où il y avait une référence à l'Ancien Testament très 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 dure. C'est une culture extrêmement violente, mais pour moi très intéressant. Et donc, cet moment est devenu le noyau du spectacle à travers les dialogues entre la couple, etc. etc. Voilà. Oui, comme si le rapport à la religion, non pas relevé d'un discours sur la religion, mais était décisif pour comprendre ce qui s'est passé. En Amérique, oui, toujours. Beaucoup plus qu'en Russie, par exemple, ou en Europe. La religion détermine, même aujourd'hui, encore une fois, la politique chez les Américains. C'est vraiment imbriqué profondément. Mais ce n'est pas notre religion, je veux dire notre racine, parce qu'il y a vraiment comme on dirait, même à partir du livre de Tocqueville, on dirait un malentendu incroyable qu'il y avait avec l'Ancien Testament. Par exemple, dans l'écriture, ils ont trouvé l'excuse, mais peut-être que pour eux, c'était pas du tout une excuse, c'était la vérité pour l'extermination des Indiens, par exemple. C'est comme Israël, quand sortait de l'Égypte, guidé par Moïse, entrait dans la terre de Canaan. Il y avait, comment dire, une justification pour massacrer les Cananéens, parce que ça, c'était la volonté de Dieu. Donc, les puritains, à l'époque, ils avaient la conviction d'être le nouveau Israël. Donc, ils parlent de la manifeste destiny, c'était la conviction que Dieu veut ça. Et aussi le massacre des Indiens. Donc il y avait, comment dire, un malentendu épouvantable au rapport à Israël, au rapport à l'Ancien Testament. Et ça, c'est pas traité dans le spectacle, je pense, comme un traité religieux, mais c'est une occasion pour faire un drame. Voilà. Et un drame extrêmement fort, puissant, très dessiné, comme si on a le sentiment de voir des tableaux, enfin des peintures très minutieuses de ce couple-là sur ce lopin de terre, Oui. sur ce carré de terre, comme si cette image-là s'imprimait en nous et nous faisait cheminer dans cette séquence là qui est comme une fable qui aboutit à la révolte. Donc, oui, je pense qu'il y a le personnage de la femme qui se révolte d'une certaine façon. Elle veut, tout au début de la nouvelle société américaine, elle ne veut même pas entrer dans les nouvelles formes de communauté américaine. Elle a compris, on dirait,
ce qui caractérise la démocratie américaine, c'est-à-dire le vide. Donc ça, c'est énormément remarqué par de Tocqueville quand il parle, quand il reste aussi étonné par la naïveté des politiciennes en Amérique à l'époque, où il n'y avait aucun rapport avec les doutes, ou, comment dire, nous, on a vécu, on a pensé toujours la démocratie à travers la racine grecque, là où Péricle a inauguré cette mot, la démocratie, à Athènes, et à la même période, il y avait la construction du Parthénon, par exemple, il y avait les grands cycles de la tragédie grecque. Donc, la société, la démocratie avait un rapport fondamental avec l'esthétique. L'esthétique, c'est-à-dire une façon de traiter la malfonction de l'être. Le mal, voilà. En Amérique, il n'y a aucun rapport avec l'ombre, et pour cette raison, c'est extrêmement inquiétant pour de Tocqueville. Et effectivement, l'ombre, c'est Heart of Darkness. C'est quelque chose qui est bien caché, mais qui est présent. Et une façon aussi plutôt inquiétante. Non? Donc, on l'avoue, comme les Noirs et les Indiens ont été traités. Donc, justement, de Tocqueville parle de la tragédie des Indiens, qui est différente de la tragédie des Noirs. Donc, il y a aussi un chapitre très très beau de linguistique, ante litteram, parce qu'il fait une étude sur la langue des Indiens en donnant une dignité extraordinaire aussi à la beauté de cette langue. Donc, donc il avait aussi compris que dans les langages, la façon de aussi les Américains ils ont volé les terres aussi à cause de la langue. La langue, c'était un instrument de pouvoir très 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 fort, très violent. Donc, le langage, c'est toujours un champ de bataille, mais peut-être encore plus en Amérique à cette époque. Voilà. Au cœur du spectacle, il y a cette question des langues, de parler en langue, qui viendrait aussi là, des groupes religieux et qui aboutit aux pentecostistes, et en même temps apprendre ou ne pas apprendre la langue de l'autre pour être vaincu ou pour disparaître. Et c'est très présent dans le spectacle. Chez Tocqueville aussi, parce que c'est vrai qu'il a notamment un très long et très beau chapitre où il observe une petite fille blanche avec une indienne et avec une jeune femme noire. Il analyse aussi la grammaire. Et donc il arrive à très, très bien donner cela. Mais au cœur du spectacle, il y a cette notion de langue. Dès le début, on entend un enregistrement qu'on ne peut pas comprendre puisque c'est de la langue, c'est de la glossolalie. Justement, oui. C'est un document, mais c'est très fréquent. Hein, c'est un document, un audiophile que j'ai trouvé, je l'ai proposé tel que tel. C'est une pratique assez commune en Amérique, dans certaines églises. Mais pour moi, c'était l'occasion pour entrer dans cet univers de langues où il y a aussi, comment dire, l'hasard. Donc, il y a le sens suivant, c'est, comment dire, le sens des anagrammes. Il y a un anagramme du titre du spectacle. La démocratie en Amérique, et on peut jouer avec et on peut trouver des significations totalement différentes dans le même nombre de lettres, etc. C'est une façon d'entrer dans une dimension qui est la dimension linguistique qui a
qui caractérise, je pense, c'est un peu une voix. On va dire. Donc il y a aussi la femme qui refuse de... Non, elle tombe dans la langue des Indiens pour être plus proche à la terre. Donc c'est pour ça qu'elle remonte la rivière en marchant vers l'origine, vers la source peut-être, non? Et donc elle parle indien pour dire des choses, effectivement. Mais au contraire aussi, on voit que des Indiens sont d'une certaine façon forcés à apprendre l'anglais pour se protéger, comme trouver des armes, etc. Mais dans la construction du spectacle, il y a aussi un va-et-vient entre quelque chose qui ressemblerait à la certification à un document. On a la date de tel enregistrement, l'événement s'est passé à tel endroit. On est, même quand c'est dans la fiction, on dit The Log House, c'est en telle année, à tel endroit. Donc toute une série d'éléments d'information pour nous, comme si c'était alors une sorte d'effet de réel, si j'ose dire, mais et en même temps, on s'aperçoit que les dates historiques de la Constitution des États-Unis sont dans un relatif désordre, comme s'il y avait il n'y a pas un ordre chronologique. Mais il y a, et en même temps, cela va très souvent. Il y a une partie de ces éléments clairs sont accompagnés d'images, elles aussi, très nettes, très dessinées, presque, on a l'impression de voir des gravures. Et puis, il y a tout un autre registre où l'image semble floue, comme s'il y avait une autre temporalité qui allait dans une durée qui excède largement tout ce qui s'est passé depuis Abraham jusqu'à la semaine dernière. Oui, non, justement, le voile, l'usage du voile a à voir aussi avec les brouillards de l'histoire. Donc c'est aussi les choses qui sont au-delà de l'histoire, ou qui font partie de l'histoire mais qui sont oubliées. Je pense que l'histoire d'Élisabeth, ça c'est le nom du personnage, la vie de tous ces gens-là font aussi partie de l'histoire américaine. Donc, toutes les dates sont là comme une sorte de filet, une sorte de schéma à travers lesquels on peut voir au-delà. C'est quelque chose de, justement, qui a à voir avec l'histoire, hein, l'histoire avec la H majuscule de côté. Mais on trouve mélangé dans tous ces chapitres d'histoire extraordinaire aussi des éléments qui sont été certainement oubliés. Et bizarrement, il y a aussi la date du sacrifice d'Abraham et la date du sacrifice d'Élisabeth. Donc c'est comme oui, tout est là. Il y a voilà, oui, c'est l'histoire à voir toujours avec ce qu'on a oublié, on veut oublier, et les dates. Voilà, au-delà de ça, il n'y a que des fantômes, on dirait. Mais chacun a sa propre hypothèse. Hein. Mais on devine une sorte de rituel ancien ou de danse. Il y a tout un groupe de danseuses magnifiques que l'on devine plutôt qu'on ne les voit. Oui. La danse a pris la place de la parole. Donc c'est vraiment un côté vraiment puritain. Il y a un dialogue extrêmement sévère, je dirais. Il n'y a presque aucun objet. Il y a un projecteur qui donne une lumière, on dirait, monothéiste. C'est vraiment basique. Et après, il y a, au contraire, comme un autre monde. On est plongé où? Peut-être dans les rêves ou l'esprit de cette femme. Mais il y a plutôt des danses, une idée, une référence à la fête
la fête qui est toujours avant de chaque politique, la fête qui est toujours contre chaque politique. La politique est l'échec de la communauté. C'est l'unique réponse face à l'échec. Donc, c'est certainement une façon d'oublier la politique, ou d'éviter la politique, ou de ne pas entrer dans la politique. C'est une sorte de révolte, parce qu'il s'agit d'une rébellion. La femme, elle ne veut pas entrer dans cette histoire. Voilà. Il y a un chapitre du livre de Tocqueville où il dit comment les Américains comprennent l'égalité de l'homme et de la femme, et qui s'achève ainsi. Si on me demandait à quoi je pense qu'il faille principalement attribuer la prospérité singulière et la force croissante de ce peuple, je répondrais que c'est à la supériorité de ces femmes. C'est vrai, ça c'est une autre chose plutôt extraordinaire, mais aussi, il faut aussi noter que pour la première fois, dans la littérature occidentale, quelqu'un écrive sur la, entre guillemets, condition de la femme. C'est la première fois. Avant de ça, c'était bizarre de parler de cette chose. Donc, de Tocqueville a aussi, c'était aussi prophète aussi dans cette, en considérant les rôles de la femme en Amérique. Déjà à l'époque, c'était, malgré le fait que c'était au niveau social encore, mais il y avait, comment dire, l'idée d'une nouvelle importance. Voilà. Et donc ça a influencé votre choix de distribution? Pas forcément, non. Non, je pense que parfois ça arrive que je travaille avec des compagnies qu'avec des hommes ou qu'avec des femmes. Il n'y a pas une raison logique, mais il y a, je ne sais pas, la qualité de l'air, l'électricité de l'air est différente. Donc ça c'est déjà pour moi important. Donc on réveille la forme de l'homme si une femme est déguisée. Ah non. Mais je n'ai aucune réponse intelligente à vous donner, excusez-moi. Non, mais on vous comprend très bien. Et nous approuvons vivement. Et est-ce que... Alors, il y a d'un côté une sorte de tendance vers une forme de précision, de netteté des images, avec bien des guillemets, je dirais presque de réalisme. Et de l'autre côté, il y a des choses qu'on devine, et puis, une ou deux fois, une sorte d'abstraction qui paraît fugitivement, dans un éclat de lumière ou dans des formes étranges qui flottent dans l'air, comme si, là aussi, il y avait un va-et-vient entre un travail formel très particulier pour mettre l'un à côté de l'autre ces deux éléments. Oui, non, mais effectivement, je dois dire, le spectacle, ça reste un peu un work in progress parce que la partie totalement abstraite, normalement, devait être beaucoup plus importante. Donc, à travers la fête, c'était une manière aussi d'abandonner des images reconnaissables. Donc, c'était dans la couleur, la forme, la lumière, stop. Donc, c'était une façon de sortir de cette façon du champ, sortir, voilà. Effectivement, les mouvements de la femme, de la première partie, c'est sortir. Comment sortir? Quelle est la stratégie pour sortir? Est-il dans l'assemblée des questions des gens qui ont vu le spectacle ou qui vont le voir et qui ont une curiosité à manifester et qui veulent demander au metteur en scène ce qui se passe? C'est pas obligatoire. Non, mais je veux pas que les gens partent sans avoir posé leurs questions.
S'il y en a une. Oui, oui, ah ben voilà. Ouais, on va vous apporter un micro, une seconde. Bonjour, j'aimerais bien savoir, par rapport à tout ce que vous avez dit, comment vous abordez le travail concrètement au plateau avec les acteurs ou même avant les acteurs, comment vous projetez, comment vous travaillez, voilà. Oui, comme je l'ai dit, je n'ai pas une méthode qui est juste pour toutes les choses. Ça dépend. En ce cas-là, j'ai commencé avec des choses que j'ai coupées. Donc, il y avait au début, il y avait une scène où il y avait un rideau totalement noir et quelqu'un de l'autre côté, il y avait des techniciens qui lavaient avec de l'eau, on dit, qui lavaient les rideaux noirs et on voyait à travers le nettoyage, on peut dire, l'autre scène. Donc ça, je fais beaucoup des expériences avec des couleurs, des lumières et des formes. Et après, je travaille avec le texte. Je demandais à ma sœur d'écrire le texte. Donc on a travaillé ensemble sur le sujet, la tonalité émotive, les références et tout ça. Et après, j'ai commencé. Et en même temps, on a travaillé avec les danseuses sur des chorégraphies. Donc, il y avait. Au début, j'ai travaillé qu'avec les techniciens. J'ai fait des expériences. On a jeté beaucoup de choses, presque les 90% des choses, on l'a jeté à la poubelle. Non, peut-être pas à la poubelle, parce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais voilà, et après, j'ai collaboré aussi au même temps dans la première phase technique avec quelqu'un qui a réalisé certains objets, comme par exemple les bras qui se bougent. Ça, c'était plutôt compliqué, avec plein de répétitions techniques, etc. Donc, d'abord avec les techniciens, et après, et en même temps avec le texte et les mouvements. Et je collabore aussi avec Scott Gibbons, qui est le musicien, qui est une partie fondamentale de mon travail, le son. Ça fait vraiment. Ce n'est pas une bande sonore, c'est vraiment quelque chose qui vient dedans, on dirait. Là, il est prêt très tôt dans votre travail, il intervient assez vite oui, dans le processus. Oui, très tôt, oui, parce qu'on échange, parce qu'il habite en Amérique, donc on a des échanges épistolaires, et après il vient un mois en avant, on travaille vraiment ensemble avec le micro, il travaille toujours avec le micro, jamais avec des instruments. Donc les micros, c'est l'instrument. Et après, il y a tout un traitement de la chose. Et on travaille, oui, ensemble. Donc, on fait des corrections. Moi, parfois, le son vient avant de l'image, même ça. Donc, voilà. Ce n'est pas quelque chose qui est rajouté à la fin. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est très important, le rapport avec le son ou la manque de son aussi. En tout cas, il y a du bruit, du son. Merci, bonsoir. Je veux vous demander, dans les mises en scène d'opéra, comment faites-vous pour concilier votre liberté créatrice et les contraintes du livret et de la partition? J'ai raté la première partie de la question. Quand vous travaillez à l'opéra, comment faites-vous pour
respecter les contraintes, le minutage. Oui, oui, oui. Malgré votre liberté La liberté, créatrice. Liberté de voilà. création. Oui, 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 effectivement, oui. Oui. Il s'agit, je pense qu'il s'agit en tout cas du théâtre. Donc, on est face au même objet. C'est vrai, évidemment, qu'il y a beaucoup de contraintes. Avant tout, le temps. Le temps, c'est comme une maison, c'est une architecture rigide. Donc, il faut entrer dans ce temps. Et ça, c'est la première forme de. Excusez-moi. Ça, c'est la première forme de limite. Mais je pense qu'en tout cas, on a un rapport toujours avec la limite. Même dans ce spectacle, on cherche des limites. La liberté n'existe pas, je pense. Dans l'art, liberté, c'est un mot qui n'a aucun sens pour moi. Donc, il faut, l'opéra, c'est une autre forme d'avoir une limite. C'est une lutte contre la limite, mais il faut une limite. Et moi, j'ai la chance, au moins, de pouvoir choisir la musique. Donc, c'est déjà beaucoup. Donc, si quelque chose ne m'intéresse pas, je ne le ferai pas. Donc, et le libretto, oui, c'est très important pour moi, le libretto, parce que il libretto, c'est, comment dire, on peut avoir un travail de dramaturgie sur le libretto, sur les textes, les mots, c'est-à-dire sur la mythologie. Donc, il y a un certain répertoire qui pour moi c'est difficile, comme le répertoire italien. Pour moi, c'est extrêmement difficile. Je ne peux pas travailler sur Verdi ou Puccini, malgré le fait que j'aime beaucoup la musique, mais ce n'est pas un truc pour moi. J'ai besoin de la mythologie, de quelque chose de plus universel. Et donc, le répertoire baroque, ou Wagner, ou les Allemands, normalement, mais c'est difficile pour moi. Voilà. Donc, il y a certains aussi chants différents, donc qui sont plus proches à moi. Et donc voilà, il y a les contraintes aussi des maisons d'opéra. Donc il faut travailler d'une manière un peu bizarre parce qu'il faut consigner un projet un an et demi en avant. Ça c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que certainement, dans un an et demi, je suis une autre personne. Donc, ça c'est peut-être la chose plus inquiétante. Il faut tout donner, parce il faut imaginer une maison d'opéra est faite par 300, 500 personnes qui travaillent, donc c'est quelque chose de même plus. Donc il faut que tout doit être calé dans un calendrier très précisément. Et ça, oui, il faut faire attention, effectivement. C'est une autre technique, mais à la base, je pense qu'il s'agit du théâtre. Donc, voilà. Question dans l'assemblée. Qu'est-ce que vous pensez des États-Unis aujourd'hui, l'Amérique aujourd'hui, par rapport à... Bon, pas par rapport à votre spectacle, mais, mais enfin, voilà. Est-ce qu'il y a un lien? Oui. Il y a un lien, peut-être oui, parce qu'il s'agit des États-Unis, et donc forcément il y a un lien, mais pas forcément, ce n'est pas un commentaire à ce qui se passe aujourd'hui. Donc je veux dire, l'Amérique a été toujours, on le découvre aussi en lisant de Tocqueville, il y a toujours un côté qui pour nous c'est un peu inquiétant, donc aujourd'hui peut-être encore plus. Mais ce n'est pas comme, même parce que j'avais décidé de faire démocratie en Amérique bien avant la dernière. C'est un mauvais timing pour moi. C'est un mauvais non, ça me dérange beaucoup parce que tout le monde me demande s'il y a une relation avec Trump et tout ça, et effectivement, non.
c'est un portrait de l'Amérique rurale. Donc, non. On parle de Logos, donc c'est le lieu de la mythologie, on parle de la mythologie américaine, donc des pèlerins. Donc la racine religieuse, donc c'est quelque chose qui maintenant n'existe pas dans cette forme, hein, parce que les puritains aujourd'hui sont autre chose, totalement différent. À l'époque, c'était vraiment, comment dire, l'extrême droite du calvinisme. Donc c'était vraiment Hawthorne, avec la lettre écarlate, tout ça, il a écrit toujours par rapport à les puritains. Parce que c'est vraiment une conception de la vie impossible, inhumaine, déshumaine. Donc, c'est pour moi, c'est plutôt sur la mythologie ou sur la racine plus profonde de la démocratie américaine. Ce n'est pas un portrait d'aujourd'hui. L'opinion de moi, personnellement, peut-être qu'on peut partager la même impression, je pense, de ce qu'on a de l'Amérique, qui est inquiétant. Voilà. Et je peux vous poser une question sur le dernier tableau, ou l'avant-dernier, le moment où à la fin de la séquence sur les Indiens, où ils vont abandonner leurs dépouilles. Et comme si quelque chose était parti définitivement, irrattrapable. Oui. C'est l'idée de la peau, de la masque, ça reste aussi problématique parce que c'est toujours problématique faire semblant d'être quand on parle de la minorité, oui, c'est toujours dangereux parce qu'il y a toujours le danger de la caricature. Dans ce cas-là, la scène se réfère à la caricature qu'on a eu toujours au rapport les Indiens, à partir de Hollywood. Non? Donc il y a toujours un rapport avec stéréotypé avec les Indiens. Donc, parce que la stéréotypisation des Indiens a été aussi une forme qui a tué la culture indienne. Donc on a assumé la violence de la stéréotypisation des Indiens. C'est traité d'une certaine façon. C'est pas par hasard qu'ils s'enlèvent la peau. Même parce que l'histoire de l'Amérique, c'est à la fois aussi l'histoire de la peau. On peut dire que c'est l'histoire du langage et de la peau. Donc, c'est un sein qui ça peut être ambigu, ça peut être ambivalent, ça peut être quelque chose qui certainement a à voir avec le destin des Indiens, mais aussi quelque chose qui parle à nous, je pense. Voilà. Oui. Bonsoir. Vous avez, dans la discussion qu'on a eue là, vous avez quand même mis à bas, à un moment donné, la vérité et puis la liberté. Vous avez tous les deux comme vous êtes décrits comme des non-sens. Peut-être je vais un peu loin dans ce que je dis. C'est juste, mais je pense que sur le plateau, il n'y a pas un sens. Au dehors du plateau, je pense que oui. Mais le plateau, ce n'est pas le lieu de la liberté, ce n'est pas le lieu de la vérité. Ah oui, oui. Je pense que très bien. J'assume la pensée grecque. La vérité est quelque chose qui est bien caché, non? Et peut-être qui est aussi coupé en morceaux. Il n'y a pas une vérité dans la leçon de la tragédie grecque. Non? Donc il s'agit, en suivant Nietzsche, et je pense que la philosophie de Nietzsche naît avec la tragédie grecque, quand il parle de l'art comme un instrument pour éviter la vérité.
l'art, c'est un outil pour se battre contre la vérité. C'est un paradoxe. Mais l'art est paradoxal. Ce n'est pas un message d'un prêtre, je vais dans la vérité, n'existe pas. Ça devient dangereux. Mais que vous quittiez le commentaire de l'actualité et donc une vérité, disons, ponctuelle ou à chaud sur les choses, c'est très entendable, ou même tel que vous décrivez une vérité, mais pourtant quelque chose est cherché d'un certain, de la vérité, pas d'une vérité. Donc, oui, ça, je pense que ça, c'est aussi, selon la pensée de la tragédie grecque, il s'agit d'un moment de conscience. Donc, le spectateur est abandonné. Donc, il est tout seul à élaborer une réflexion et une pensée. La pensée, c'est fondamental, en tout cas, non? C'est aussi la naissance de la raison. Ce n'est pas quelque chose de magique. Je ne crois pas du tout à la magie, personnellement. Je ne crois pas du tout au mysticisme, personnellement. Je pense que c'est vraiment quelque chose de donner. Il s'agit de donner la place au spectateur. Donc, chacun fait son propre travail. Chacun peut devenir, encore une fois, responsable. Et donc, on découvre l'acte de regarder. Chaque fois, c'est toujours nouveau, regarder. Et donc, plutôt, la vérité, c'est plutôt ça. C'est pas un objet révélé, non, dans quelqu'un. C'est plutôt une attitude. Moi, je suis seul en tant que personne, certainement plongé dans la communauté, et je regarde une chose. Regarder, c'est déjà extraordinaire. Giacometti a écrit des choses extraordinaires sur la découverte du regard. Regarder, c'est extraordinaire. Ça, c'est la vérité, peut-être. Voir. En tant qu'artiste, vous voyez. Oui, mais l'artiste, c'est secondaire. Moi, je travaille en tant que spectateur. Je ne crois pas à l'artiste comme celui qui voit plus des autres. Pas du tout. Un artiste, pour moi, c'est un homme de la folle. De la foule. Et la folle, c'est bien aussi. Ah, c'est bien aussi. Oui, oui. La folle du logis. C'est un lapsus freudien. Non, mais oui, de la foule. Voilà. Je pense que c'est de la foule folle. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon spectacle ce soir.